Le Front des architectes pour la République a célébré son premier anniversaire il y a quelques jours. On va donc revenir sur les activités de ce front qui était au front il y a un an de cela, et on profitera de l'occasion pour évoquer l'actualité politique dans notre pays. Ce sera avec le pasteur Johannes Bavon, secrétaire général du Front des architectes de la République. Pasteur Bavon, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Dois-je dire joyeux anniversaire au phare? Oui, bien entendu, merci beaucoup. Et ça a été un moment d'anniversaire heureux. Les partisans, les sympathisants également, et puis certains amis qui sont presque dans la même idéologie politique que nous. On s'est rassemblés pour remercier les membres de nos ancêtres et remercier l'Éternel de nous avoir conduits jusqu'à 12 mois. Un an, qu'est-ce que vous avez fait comme bilan? Ouais, et le bilan a été largement positif. Dans la mesure où, en commençant le phare, les fondateurs du phare ont eu certaines idéologies qui étaient bien définies, avec certaines modalités de fonctionnement. Et nous pensons que ce système de fonctionnement nous a beaucoup aidés. Dans la mesure où, lorsque nous avons commencé les travaux, les idéologies ont été très solides et bien accueillies par le peuple togolais, du moins c'est ceux qui ont eu à nous rencontrer dans nos interventions sur les médias, la rencontre avec les jeunes qui se sont joints à nous. Donc cela a fait que notre manière de faire la politique a été un peu différente de ce que nous avons toujours fait auparavant. En dehors de ces idéologies, les principes de fonctionnement, on a commencé sur les bases démocratiques. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire, il va falloir que cela obtienne, si ce n'est pas l'unanimité, mais une majorité très forte, avant qu'on ne décide quoi faire. Et en plus de cela, le principe spirituel qui est que, avant qu'on ne décide de participer à quoi que ce soit et tout, il faut qu'on ait une guidance ou une directive spirituelle d'abord. Donc nous avons vu que cela nous a beaucoup aidé, cela nous a également distingué sur la scène politique de par nos analyses et les décryptages que nous offrons au peuple togolais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer le phare comme un mouvement de réflexion politique ou un mouvement politique ou un parti politique? Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement politique dans la mesure où nous voulons accompagner la situation actuelle dans laquelle nous sommes jusqu'au changement. Ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas censé être un parti politique. Je ne sais pas s'il le sera un jour, mais pour le moment, l'objectif visé, c'est d'accompagner la situation actuelle jusqu'au changement en 2020. Donc c'est dans ce sillage que nous sommes. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous avons travaillé. Ça veut dire que c'est un mouvement qui vient clairement en appui à l'opposition, c'est ça? Oui, pas en appui à la C14, bien sûr. Nous accompagnons, mais nous avons l'idée qui s'oppose au régime actuel et son fonctionnement, son système de fonctionnement. Voilà. Nous sommes de l'opposition, bien sûr, mais pas que nous soutenons l'opposition aveuglement. Nous avons soutenu la C14 dès le début jusqu'à son éclatement dernier. Donc nous sommes toujours restés fidèles à notre idéologie et à notre objectif que nous poursuivons. Alors aujourd'hui, après 10 mois de présence sur le terrain, vous êtes un grand observateur de la situation sociopolitique de notre pays. Est-ce que vous pensez que votre existence a pu améliorer quelque peu cette situation sociopolitique que vous décrivez un peu comme tendue ces derniers moments? En effet, il faudra dire que nos œuvres n'ont pas encore fait d'impact visible sur la société togolaise. Mais nos œuvres ont fait beaucoup d'impact sur les acteurs politiques. Nos propositions, nos explications, nos revendications, tout cela, vous allez constater parfois quand nous faisons des analyses, les gens sont dans un certain sens d'analyse, mais après nos analyses et nos explications, on voit que les gens changent de langage. Donc là, au moins à ce niveau, nous avons pu ajouter une petite pierre à la construction. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le phare a fait si un changement social,
dans la société togolaise, non. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, mais nous avons commencé quand même avec un petit pas. Il y a des choses à améliorer? Beaucoup de choses à améliorer parce que actuellement nous avons commencé, mais il y a certaines choses qui nous font défaut. C'est le fait que d'abord les législatives, nous n'avons pas participé aux législatives parce que nous n'avons pas eu de directive dans le sens là. Les locales, nous n'allons pas participer parce que nous n'avons pas eu de directives spirituelles dans ce sens-là. Et d'ailleurs, sur le plan des analyses politiques, avec les stratégies qui sont mises en place, nous pensons que ce ne serait pas salutaire pour un jeune mouvement qui vient de naître, de commettre l'erreur, de se faire enlever par le vent qui souffle maintenant. Donc, mais si c'est que nous avions une directive de participer à une élection, vous allez voir que nos actions allaient également changer. Donc, ça aussi a été, je dirais, un frein dans nos actions et dans nos activités. Alors, vous dites que vous n'allez pas participer aux prochaines locales. Ça veut dire qu'on ne va pas vous voir dans la compétition électorale? Non, non, on ne sera pas dans la compétition électorale locale. Pourquoi? Parce que d'abord, sur le plan analytique, on verrait que la stratégie mise en place maintenant pour la décentralisation est une stratégie purement pour appuyer le pouvoir en place pour les élections à venir en 2020. Parce que, parlant de la décentralisation, elle a une certaine modalité de mise en œuvre, vous voyez, mais si vous voulez, la façon dont les choses sont organisées actuellement, on attend les réformes, on attend le fonctionnement des institutions dans leurs réformes et tout, mais toutes ces choses n'ont pas été faites. Vous imaginez que si aux élections locales, nous avions un maire dans une commune et qui décide de prendre une décision, excès de pouvoir, contre une certaine partie de l'opposition en matière de manifestation ou en matière d'activité dans sa localité, nous n'avons pas une juridiction administrative qu'on puisse saisir en référé pour agir en faveur de l'opposition ou en faveur de ceux qui ne sont pas de sa mouvance. Vous voyez, donc c'est des choses qui ont extrapolé les étapes normales, les étapes procédurales de la décentralisation. Donc c'est pourquoi je dis sur le plan analytique, il n'est pas conseillé pour nous, étant un jeune mouvement, de participer à cela maintenant. Cette analyse, elle reste purement personnelle. Ça n'engage pas, par exemple, l'opposition en général dans sa démarche vis-à-vis des élections à venir. Là où nous sommes arrivés, avant, nous convergeons nos forces avec la C14. On convergeait les forces avec la C14 parce que la C14 nous représentait tous. La C14 portait nos revendications. Donc, on ne pouvait que se retrouver dans la C14. Bon, donc c'est la raison pour laquelle, d'habitude, lorsqu'il y a des égarements, nous apportions des propositions rapidement pour que les choses soient restaurées. Mais aujourd'hui que la C14 s'est émiessée, donc il faudrait que chacun soit responsable de ses propres stratégies. Donc, ceux-là qui sont... Je pense que tout le monde est en train de signer des communiqués au nom de son parti individuel maintenant. Ce n'est plus au nom de la C14, sauf Mme Adjamagbo qui parlait encore la dernière fois au nom de la C14, une mère qui rêve toujours du rassemblement de ses enfants. Mais là où nous sommes, chacun libre de choisir sa stratégie politique et on ne peut pas en vouloir qui que ce soit pour cela. Alors, si on rentre dans l'analyse de la situation en elle-même, 18 mois de cohabitation, par exemple, de ce mouvement, de cette organisation C14, pour ce résultat, est-ce que ça a été du gâchis? Pas du gâchis, quand bien même il n'y a pas eu de résultat tel qu'escompté. C'était pas du gâchis parce que même les fautes, les erreurs qu'on commet dans la vie nous permet de mieux sauter. À notre sens, dans notre analyse, nous voyons que ce qui s'est passé avec la C14 n'a pas été une première. Bon, cela s'est toujours passé au Togo, voilà, avec les autres coalitions que nous avions connues de par le passé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les mêmes erreurs se répètent.
Bon, ce qui a amené la C14 à commettre ces erreurs, il faudra voir ça après. Tout d'abord, il faut voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où nous sommes aujourd'hui, ceux qui disent que c'était du gâchis, ils ont parfaitement raison en analysant les choses d'une manière superficielle. Les gens meurent. Je me rappelle bien, vous m'avez posé une question ici un jour. Et est-ce que c'est une bonne chose que la C14 envoie le peuple à l'abattoir? Je me rappelle bien. Donc, lorsque les gens meurent dans les rues, pendant les manifestations, pour une cause commune que la C14 a portée et tout, et finalement, on apprend qu'il y a eu des dessous de table, il y a eu une forme de corruption. Il va de soi que humainement, les gens soient frustrés, découragés et puis complètement paralysés dans leur confiance envers la C14. C'est là où nous dirons qu'il y a eu du gâchis. Ajouter à cela le fait que toutes les revendications, aucune n'a eu sa satisfaction aujourd'hui. Et malheureusement, ceux-là même qui ont dénoncé, par exemple, selon la CEDEAO, il faudrait une réforme de la Cour constitutionnelle et tout. Et finalement, eux-mêmes, ils se présentent devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui pour faire partir de la CENI. Donc, toutes ces choses brisent le cœur humainement des gens. Bon, alors, l'autre côté dont je parle aujourd'hui, qui soit positif, c'est quelle leçon en tirer? La leçon à en tirer, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui a amené les gens très déterminés, motivés dans la lutte pour l'alternance, en fin de compte, vendre la lutte, si nous pouvons le dire comme ça. Vendre la lutte à cause des mallettes, à cause de l'argent et tout, et qui se poignardent, qui se tirent dans le dos. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cela arrive? Donc la première cause principale que nous pouvons retenir ici, c'est que nous avons constaté que la politique togolaise se fait d'une certaine manière qui ne peut pas aider les leaders politiques à avancer dans l'honnêteté et la fidélité envers le peuple. En quel sens? En ce sens qu'un individu qui a travaillé, qui a des millions et qui a l'ambition, il veut aider son peuple, son pays à sortir de l'oppression politique. Donc, il investit son argent, il crée un parti et c'est lui seul qui fait tout. J'en sais quelque chose aujourd'hui. C'est lui seul qui fait tout. Sauf que dans notre mouvement, on a changé la donne. Tout le monde participe, tout le monde met la main à la poche. Donc, mais chez eux, ce n'était pas comme ça. C'est la seule personne qui fait tout. Ce qui explique d'ailleurs la longévité du mandat des fondateurs de partis à la tête de ces partis. Donc, il fait tout de lui-même, les mouvements, les manifestations et tout, il investit son argent. En fin de compte, cela ne donne rien, mais le peuple qui veut le changement ne participe pas financièrement à cela. Donc, vous voyez, ça a été une erreur de notre part, qui a poussé les leaders politiques à tomber dans ces pièges de corruption et de marchandage des élections, d'ailleurs. Donc, c'est la leçon première que nous avons tirée de la situation de la C14. Nous sommes des millions à vouloir le changement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très compliquée, en ce sens que le pouvoir, le régime, voulant se pérenniser, vous allez constater que les robinets économiques du pays ont été fermés. Ça a commencé depuis 2011. Nous l'avons dit à certaines personnes, ils ne nous ont pas cru. En ce moment, des gens avaient encore de l'argent dans les poches, ils se déplaçaient comme ils voulaient, ils croyaient que tout irait comme ça. Mais lorsque vous faites une analyse profonde, vous saurez que les moyens de création de richesse dans le pays ont été bloqués. Bloqués parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la politique. Vous pouvez en avoir les compétences, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la politique. Donc, dans une telle situation, aujourd'hui, nous tous, nous souhaitons le changement. Parce que le changement ne profitera pas seulement à un leader de parti, ça profiterait à nous tous. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes des millions à chercher cela. Or, la situation actuelle des leaders de partis politiques est une situation très précaire, difficile d'ailleurs, financièrement. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ayant tiré la leçon de la situation de la C14, nous proposons que
avec les élections présidentielles à venir en 2020, il va falloir que nous pensions autrement. Il va falloir maintenant que nous arrivions à dégager certains candidats, c'était candidat du peuple. Du peuple, parce que la C14 ayant fait naufrage à cause de ses erreurs pour lesquelles elle n'est pas absolument responsable. Elle est partiellement responsable et nous aussi partiellement responsables. Donc aujourd'hui, il y a un manque de confiance profond qui anime le peuple à l'égard des leaders politiques et de l'opposition. Et en matière des élections, il est très difficile qu'on mise encore sur les gens en lesquels le peuple n'a plus confiance. C'est déjà dangereux. Tout ce que nous pourrons recueillir en ce moment, ce sera l'abstention des gens. C'est comme en 2015, il y a eu des gens qui sont de l'opposition, mais qui n'ont pas voté carrément parce qu'ils ne se retrouvaient pas clairement dans la situation. Donc nous ne voulons pas que la même chose se reproduise en 2020. Donc c'est la raison pour laquelle... Là, vous êtes en train de parler quand même de leaders politiques qui, si vous entendez par exemple les dits, sont déjà en train de se positionner comme candidats naturels de leur parti. Voilà, mais il faudrait quand même que nous pensions à des candidats neutres aussi. C'est-à-dire des candidats soit de la société civile ou bien tout citoyen qui a la compétence politique de pouvoir mener campagne, de pouvoir convaincre et motiver le peuple. Hein. Vous comprenez la situation? Donc là, lorsque nous nous retrouvons tous dans ce candidat-là, nous sommes des millions. Alors, si chacun contribue, même si ce n'est que 1000 francs ou 500 francs, ça permettra à ce que ces candidats soient financés et qu'ils soient à l'aise dans le travail qu'il va faire pour nous tous. Et cela permettra aussi que nous empêchions tout marchandage des élections. Parce que le monsieur, il a investi ces millions pour faire des campagnes. En fin de compte, quand on lui dit, monsieur, ça ne pourra pas marcher, en tout cas, on vous ouvre une petite porte par ici, prenez 500 millions, prenez 1 milliard, au cas où les élections ne seraient pas favorables pour vous, pour que vous vous taisiez. Mais il va regarder ce qu'il a investi. En fin de compte, il va faire le calcul et il va prendre ça. C'est ce qui s'est passé avec la C14. Et c'est la leçon que nous devons tirer maintenant en tant que peuple. Je me mets du côté du peuple pour voir ce que nous devrons normalement faire pour aider nos leaders politiques. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pourquoi ce qui s'est passé avec la C14 n'est pas absolument un gâchis, mais il y a une partie qui nous a servi de leçon. Alors maintenant, est-ce que ce rêve qu'on a toujours caressé d'une union de l'opposition, il faut tirer un trait dessus aujourd'hui? L'union de l'opposition, on ne peut pas tirer un trait dessus. Mais cela est encore possible lorsque le mécanisme change. Le mécanisme qu'on avait toujours adopté avec Code 2, Code 1, Code 2, CST, CAP 2015, tout ça, le mécanisme était que on rassemble les partis politiques et on impose un leader, bon gré, mal gré des autres. Bon, là, actuellement, avec cette situation de grande méfiance populaire, c'est dangereux. À l'égard de l'opposition, c'est très dangereux. Alors, comment est-ce qu'on peut renverser la situation? On renversera la situation lorsque les leaders politiques ou bien les partis politiques se retirent et on trouve des candidats qui sont neutres, voilà, qui sont neutres, mais ils ne se retirent pas pour s'effacer. Ils se retirent maintenant pour soutenir ces candidats dont je parle maintenant. Et là, ça fera qu'ils vivront par la nouvelle sève des nouveaux candidats qui vont arriver. Cela permettra maintenant une union de l'opposition qui sera très facile. C'est bien beau ce que vous décrivez, mais j'ai envie de dire que dans le Togo qu'on connaît, c'est carrément impossible. C'est carrément impossible, mais non, c'est difficile plutôt, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile dans la mesure où on nous a enseigné à nous mépriser les uns les autres, à nous minimiser les uns les autres, vous voyez. Donc, si vous voulez, il est clair que le Togolais n'a pas confiance en son prochain, ne veut pas que ce soit son prochain, qu'on dise que c'est lui. C'est d'ailleurs cet esprit-là qui a donné un problème de leadership au sein de la C14. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, nous comprenons que nous avons notre destin qui est en jeu avec les élections présidentielles de 2020. Le parti au pouvoir ne dort pas, le parti au pouvoir est taché d'œuvre tous les jours.
le parti au pouvoir, vous voyez clairement en tant qu'analyste qu'il ne s'amuse pas avec cette élection à venir. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est eux qui mènent la danse. Même les partis de la C14 qui sont rentrés dans la CENI aujourd'hui faisaient partie du plan du parti au pouvoir. L'éclatement de la C14 aujourd'hui faisait partie du plan du parti au pouvoir. Donc, tout parti qui se veut gagnant, c'est-à-dire un parti au pouvoir qui se veut gagnant à une élection, doit tout faire pour paralyser les autres, que ce soit d'une manière juste ou injuste, ils passeront par tout moyen. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que si nous voulons toujours rester dans la logique de c'est moi, pour qu'on dise que c'est moi, alors c'est mort. Il faudra comprendre que 2020, c'est pour nous tous. Le phare est dans une certaine logique. Notre logique est que tout candidat qui sera neutre sera le meilleur. Pourquoi? Parce qu'à cause de la conséquence que la C14 a obtenue dans cette lutte, donc la méfiance faisant que nous ne devons pas miser sur les personnes en lesquelles le peuple n'a plus confiance. Mais lorsque un candidat neutre se dégage du peuple ou de la société civile, même il peut être d'un parti politique, mais ce serait bien qu'il sorte du parti politique sans l'étiquette du parti politique. Donc là, nous tous, nous devons nous rassembler autour de cette personne pour qu'à la fin, nous puissions dire que nous l'avons fait. Mais si nous cherchons toujours à ce qu'on dise que c'est moi qui l'ai fait, ou c'est nous et notre parti qui l'a fait, alors c'est mort, ça ne marchera jamais. Alors, un mot encore, par exemple, sur la question des réformes. On va évoquer brièvement la manifestation programmée par le Parti national panafricain qui faisait partie de la coalition. Mais d'abord, la rentrée parlementaire, les députés sont entrés maintenant véritablement dans le feu de l'action hier. On a vu une cérémonie grandiose, mais vous pensez que c'est maintenant l'occasion de poser les véritables questions qui préoccupent les populations sur la table des députés et de les résoudre? C'est pas moi qui le pense, c'est eux qui doivent savoir que c'est ça. Parce que c'est ce que le gouvernement nous a promis par la voix de son porte-parole, que la législature actuelle aura à faire les réformes au-delà de l'entendement du peuple. Et nous avons applaudi et on disait, on n'a qu'à attendre voir. Alors les choses concrètes ont commencé actuellement. Je veux bien croire, honnêtement, je veux bien croire que tous les députés qui sont là-bas, ils veulent intrinsèquement, au fond de leur esprit, les réformes, le changement. Peut-être qu'ils ne pourront pas l'affirmer, mais c'est ce qu'ils veulent. Ceux de l'opposition, ils vont faire leurs efforts. Sauf que la minorité étant vraiment très à minima, donc ils ne pourront pas faire un grand blocage à quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, le gouvernement est à la main, à la patte de la responsabilité. Puisque c'est à cause des réformes, le manque de la réalisation des réformes, qui ont amené le 19 août dans ce pays, je ne vois pas la raison pour laquelle ce gouvernement ou ce régime qui a promis à la CEDEAO et à tout le monde qu'ils vont faire les réformes après la législature ne le ferait pas. Parce que ne le faisant pas, elle donne opportunité à n'importe quel soulèvement à venir. Et en plus de cela, aujourd'hui, si le gouvernement ne fait pas ces réformes, elle fera, je dis le gouvernement, il fera figure de menteur, de non fiable à ses propres partenaires dans les organisations internationales. Donc, c'est obligatoire pour ce gouvernement de faire le... Mais il reste à savoir quels seront les contenus. Oui, de ces réformes-là, oui. Justement, parce que beaucoup parlent de réformes, mais qu'est-ce qu'on met dedans maintenant? Bon, oui, on parle de parce réforme. que là, le gouvernement est seul, maître du jeu maintenant, puisque vous l'avez rappelé, l'opposition n'a plus cette minorité de blocage. Et le gouvernement sera jugé par ses faits. Donc, on va mettre ce qu'il veut dedans, finalement. Non, mais oui, il est libre de mettre tout ce qu'il veut dans ces réformes. Mais s'ils ne veulent pas le bien du pays, ils mettront tout ce qu'ils veulent, comme si c'était le cas en 2002. Mais cette fois-ci, s'ils veulent vraiment l'apaisement et le développement du pays et montrer une image décente, une image honorable sur la scène internationale, donc ils devront faire les réformes fondées sur
par exemple, en incluant les exemples, la proposition de la CEDEAO par son expert et tout cela, la limitation du mandat. Nous avons toujours dit que, depuis le commencement de la crise, nous avons toujours dit que ce n'est pas la présentation du président de la République en tant que candidat en 2020 qui nous cause problème. Ce qui nous cause problème, par quel mécanisme nous allons voter. C'est-à-dire le cadre électoral, comment est-ce que ce sera? Il faudrait que la vérité des urnes parle. Parce que cette fois-ci, vous comprenez bien avec moi que si on veut faire les mêmes jeux comme on en avait fait en 2010, comme on en avait fait en 98, des urnes qui sont ramassées, d'autres qui sont bourrées, bon, on ne va pas mettre le couteau dans la plaie. Donc si le même mécanisme est prévu, il faut s'attendre à du n'importe quoi dans le pays. Donc aujourd'hui, quand on parle de réforme, les réformes doivent parler de constitutionnel, c'est-à-dire la limitation des mandats, etc. Si c'est possible, le scrutin à deux tours. Voilà. Mais s'ils ne veulent pas le faire, quand même, il faudrait que le cadre électoral soit assaini, du moins pour apaiser le pays. Alors, vous comprenez maintenant que le PNP décide à nouveau de descendre dans les rues le 13 avril prochain pour ces mêmes questions? Nous sommes parfaitement d'accord avec le PNP, sauf que nous avons un bémol. Notre bémol, c'est que c'est maintenant qu'il y a rentrée parlementaire. Et il fallait quand même qu'il y ait rentrée parlementaire pour que le gouvernement puisse envoyer son projet de réforme. Donc moi, je pense que la manifestation est un peu trop tôt annoncée. J'aurais été à la place des leaders du PNP qu'on allait juste aviser le peuple. Attendez, on verra s'il n'y aura pas de réformes, si les réformes ne seront pas faites, alors nous descendrons dans les rues et ils nous verront. Là, on était dans cette stratégie-là. Mais aujourd'hui que les leaders du PNP ont déjà annoncé cela, nous les soutenons, nous soutenons ces manifestations, sauf que nous voudrions que les revendications soient très claires. Qu'on ne nous dise plus qu'on ira manifester pour le retour de la Constitution de 92. Je voudrais qu'on soit plutôt réaliste, qu'on nous dise que nous devons manifester pour les réformes telles que proposées par la CEDEAO. Et je pense que j'ai eu une lettre ces derniers temps qui ont corrigé le point sur la Constitution de 92 et qui parle plutôt de le respect et la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, etc. Là, je pense que c'est une revendication légitime. Autre chose concernant cette manifestation, c'est que je voudrais que tout le peuple togolais comprenne maintenant que ce n'est pas une manifestation du PNP. Le PNP est appelé, le PNP est devant, mais ce n'est pas la responsabilité du PNP seul. C'est la responsabilité de nous tous et nous devons nous y investir. D'accord. Pasteur Johannes Bavon, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le secrétaire général du Front des architectes de la République. La pause et on revient après pour Regard.